Bonjour Berger. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines et candidate à votre réélection. Alors on est à 10 jours maintenant des législatives et cette campagne, elle ne décolle pas vraiment. Pourquoi? À qui la faute? On se mobilise sur le terrain, beaucoup, parmi les parlementaires, mais en général les candidats de la majorité présidentielle. Après, je pense qu'il y a beaucoup de préoccupations qui s'entrechoquent pour les Français, les enjeux de santé, les enjeux de pouvoir d'achat, les questions écologiques. Je crois que c'est à nous d'arriver à les faire vivre. Le président de la République a fait un déplacement important justement sur les questions de santé. Justement, il s'est impliqué tout récemment finalement. Cherbourg, Marseille hier, c'est tardif. Je crois que c'est nécessaire surtout. On a besoin d'avoir le président de la République en première ligne aussi, aux côtés de la Première ministre, dans cette campagne législative. Parce qu'après tout, la question principale qui est posée aux Français, c'est est-ce que oui ou non, vous souhaitez donner une majorité au président de la République? Ou, parce que les dynamiques sont celles-ci, est-ce que vous préférez, ou prenez le risque plutôt, que Jean-Luc Mélenchon ait demain une majorité? Ou qu'il n'y ait aucune majorité dans ce pays, avec le risque d'un pays difficilement gouvernable tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi que le président puisse s'impliquer, évidemment. Vous l'avez dit hier au Figaro, Jean-Luc Mélenchon est le seul aujourd'hui qui existe, à part la majorité présidentielle, dites-vous. Oui, il faut être lucide à la fois sur les dynamiques médiatiques, les dynamiques aussi d'opinion aujourd'hui, qui sont celles qui sont constatées. En tout cas, on verra dans quelques semaines. Il a fait un choix de polarisation extrêmement puissante dans cette campagne et qui, du coup, génère aussi de l'attractivité pour lui, mais qui est aussi intéressante. Au détriment de qui ? On voit bien qu'il y a d'autres partis qui ont complètement disparu. On parle de Jean-Luc Mélenchon qui écrase finalement l'intégralité de la gauche. On ne parle plus du tout du Parti socialiste ou du Parti communiste. On ne parle absolument plus des Républicains. Et un peu de la majorité ? Non, parce que je pense que ça polarise. Et comme ça polarise, à un moment, il y a une question aussi un peu binaire qui va se poser aux Français. C'est soit la majorité présidentielle, soit Jean-Luc Mélenchon en capacité d'avoir une majorité demain. Et là, on a deux projets qui sont radicalement différents sur les enjeux économiques, sur les enjeux agricoles, sur les enjeux écologiques. On vous a reproché de polariser la présidentielle Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Là, ça peut être aussi un reproche. Mais c'est compliqué dans chaque fois nous reprocher la faiblesse des autres oppositions. Moi, je ne suis pas responsable du fait qu'en 10 ans d'opposition, les Républicains ne se soient pas reconstruits ou que le Parti socialiste ait préféré se soumettre aux Insoumis. C'est leur responsabilité de ne pas avoir porté un autre projet politique pour le pays. Nous, notre responsabilité, c'est qu'il y ait une majorité présidentielle dans le pays pour agir, parce que tous les sujets qu'on évoque, le bouclier de pouvoir d'achat pour les Français avec les questions d'inflation qui se posent déjà et qui, on le sait bien, va continuer à augmenter, le relèvement des taux d'intérêt, les questions écologiques, les questions de santé, les questions éducatives, si on n'a pas de majorité dans le pays, alors on a un risque, encore une fois, de perdre un temps qu'on n'a pas pour pouvoir agir. Est-ce que, à force d'anesthésier un peu les Français, que ça soit voulu ou pas, on ne prend pas le risque de les endormir totalement? Moi, je ne crois pas qu'on les anesthésie. Je crois que déjà les Français aiment le débat politique et s'y intéressent profondément. Et qu'encore une fois, vous le soulignez, le président de la République a fait des déplacements pas juste symboliques, mais des déplacements importants sur les questions qui sont les questions principales qui nous sont posées. L'éducation de nos enfants. Santé, éducation. Et la santé publique, à la fois la question de l'hôpital public, la question de la médecine de ville, la question du fait d'avoir un médecin traitant. Avec cette méthode qu'il présente maintenant systématiquement, on expérimente, c'est le terrain qui est non plus des directives qui tombent d'en haut. Et c'est souvent ce qu'on nous a dit aussi dans ce premier mandat et ce qui est apparu dans la campagne présidentielle. Ce qui est parfois une injonction un peu contradictoire. On nous dit il faut aller vite, mais il faut aller vite en associant plus, en écoutant plus. Je crois que c'est une bonne méthode d'arriver justement à associer. Le bon exemple, c'est sur l'éducation. Il y a eu à Marseille un accord spécifique qui permettait d'expérimenter encore assez limité. Cette autonomie, elle est encore très limitée. C'est une tentative, c'est-à-dire qu'à un moment, la question se posait dans un univers en effet qui est extrêmement centralisateur, historiquement, qui est celui de l'éducation nationale. Est-ce qu'on peut laisser plus de liberté, plus d'autonomie aux directeurs d'établissement, notamment dans un certain nombre de territoires qui ont des spécificités qui justifient aussi bien tout simplement qu'on puisse, tout en ayant un programme national, s'adapter. Oui. On teste à Marseille, on voit que les résultats, à la fois les retours des enseignants, les retours des parents d'élèves et des enfants sont bons, alors on peut aller plus loin. Cela étant, c'est aussi se garder la possibilité de dire « Ah ben non, finalement, ça ne marche pas. » Oui. Donc, il y a aussi ce risque, parce que si ailleurs, il y a des oppositions, on sait qu'il y en a, par exemple, sur l'école, les syndicats sont très opposés à cette méthode.
Oui, mais parce que justement, c'est le propre d'une expérimentation. C'est qu'à un moment, on va tester des choses nouvelles et on va pouvoir expérimenter si elles fonctionnent ou pas. Et d'ailleurs, typiquement sur l'éducation nationale, l'idée, c'est pas de dupliquer un modèle exactement le même partout. Ce qui fonctionne à Marseille ne fonctionnera peut-être pas à Lyon, ne fonctionnera peut-être pas en Corrèze. En tout cas, c'est vrai que c'est la façon aujourd'hui de présenter la politique du gouvernement. La majorité, elle manque de leaders véritablement sur le terrain pour cette campagne. Je ne crois pas, parce qu'encore une fois, on a une première ministre. Et de facto, c'est elle qui sera demain la patronne, la chef de la majorité. Et puis, elle est de nouveau dans le Calvados. Oui, avec l'ensemble d'ailleurs des candidats du Calvados et avec Édouard Philippe qui viendra les soutenir. Donc voilà, elle est celle aussi qui porte le projet qu'on va ensuite mettre en place à l'Assemblée nationale. Elle l'a redit d'ailleurs dans une interview très claire cette semaine, notamment sur la question écologique. Alors Elisabeth Borne, elle commence avec une cote assez basse, même la plus faible depuis assez longtemps, à moins de 30%. Elle est en dessous de Jean Castex qui était à 33%. Ça veut dire quelque chose ? Je pense qu'il y a aussi une curiosité qui va naître autour de la Première ministre, c'est-à-dire que finalement, elle a été dans des postes qui étaient essentiels au sein du précédent gouvernement, mais elle n'est peut-être pas encore particulièrement connue des Français. Et elle va regarder ce qui s'est passé au tout début de sa nomination, c'est-à-dire qu'il y avait évidemment une curiosité sur son propre parcours. Ça expose davantage le président de la République ? Non, parce que je pense qu'il va y avoir, déjà vous avez des personnalités fortes dans ce gouvernement, on évoque évidemment Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, donc vous avez aussi celles et ceux qui sont habitués Gérald Darmanin, dont la polémique sur le Stade de France a pu peut-être écorner un peu justement sa puissance au sein du gouvernement. Je ne crois pas, et d'ailleurs le président de la République a été il l'a conforté hier, sur le sujet. Cela étant, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé de manière très longue, argumentée, précise devant le Sénat. Je pense qu'il aura l'occasion de le faire devant l'Assemblée nationale après évidemment les élections législatives, et c'est normal, parce que c'est notre rôle de contrôler l'action du gouvernement. Il n'est pas affaibli. Je crois surtout qu'il a rappeler des éléments qui sont essentiels à la fois sur le déroulé des faits pour éviter que ça puisse se reproduire et aussi parce que... Il y a un match ce soir, France-Danemark, oui, non, mais ça peut pas être pire nos forces de l'ordre que samedi soir dernier. Non, mais ce qui est important aussi, c'est le fait qu'il ait rappelé en tant que ministre de l'Intérieur le soutien qu'on doit à nos forces de l'ordre. Parce que juste après, on a eu l'impression de jeter en pâture l'ensemble de nos policiers. Moi, je persiste à penser, avec le ministre, que s'il n'y avait pas eu ce niveau de professionnalisme de nos forces de l'ordre, il y aurait probablement eu un drame. Il y a sans doute beaucoup d'explications encore à avoir sur ce qui s'est passé. L'opinion en a parlé hier, les tenues islamiques à l'école. On assiste à une recrudescence de filles ou de garçons qui se présentent devant leur lycée portant des tenues très rigoristes, style abaya ou camis pour les garçons. Le président l'a rappelé hier, il n'y a pas de tabou à avoir sur ces sujets, il faut des réponses claires. Vous êtes sur une ligne de fermeté pour la laïcité, vous l'avez toujours dit. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Justement, je pense qu'il ne faut jamais lâcher et rien laisser passer sur ces enjeux-là, parce que déjà, ça vient fragiliser un pacte républicain et laïque qui nous permet tout simplement à un moment de vivre ensemble. C'est le principe de départ qui est posé, parce que si on commence à lâcher celles et ceux qui seront en danger, sont ceux qui sont vulnérables. Donc ce sont nos filles, ce sont les jeunes filles qui n'auront pas d'autre choix dans certains quartiers que de se conformer à des règles. C'est une pression aussi sur la communauté musulmane ? Mais bien sûr, c'est d'abord eux les principales victimes. C'est ni vous ni moi qui demain sommes en risque. Par contre, ce sont encore une fois des jeunes filles, voire des petites filles, qui elles n'auront pas d'autre choix que de se conformer à des règles qu'elles ne veulent pas. C'est pour ça, par exemple, que quand il y a des décisions qui sont prises, comme celle du Burkini à Grenoble, l'État a agi de manière très claire pour faire casser cette décision. En tout cas, la suspendre, et le Conseil d'État doit l'examiner bientôt. Je reviens quand même sur ces tenues à l'école. Pour les proviseurs, pour les enseignants, c'est compliqué parce que c'est comment on fait pour appliquer concrètement sur le terrain la règle. Et je crois que tout ce qui a été fait ces 5 dernières années par Jean-Michel Blanquer a permis justement de leur donner des outils. Avant, ce qu'on faisait, c'est surtout, on ne le disait pas. On mettait ça sous le tapis et on faisait comme si ça n'existait pas. Là, déjà, on dit exactement ce qui se passe dans chacun des établissements. On a des équipes dédiées sur les questions de laïcité, avec Dominique Schnapper notamment, qui permet aussi d'envoyer sur le terrain celles et ceux qui vont être en soutien des enseignants. Parce que souvent, ce qu'ils nous disent, c'est on se sent seul face à ces menaces, on se sent seul face à ces risques et on ne sait pas, nous, en dernière ligne, et finalement parfois en première, réussir à les gérer. Donc il faut que la communauté éducative, pédagogique se sente soutenue par sa hiérarchie pour ne rien laisser passer. Elle est soutenue quand Jean-Michel Blanquer n'est plus au gouvernement ?
Elle est soutenue parce qu'elle a eu un ministre pendant 5 ans qui a été extrêmement clair sur ces sujets-là. sujets-là. Quel est le message quand on ne renouvelle pas Jean-Michel Blanquer? Vous savez, c'était la première fois qu'on avait un ministre de l'Éducation nationale maintenu en poste pendant 5 années. Je crois qu'il a marqué de son empreinte durablement ce ministère. D'ailleurs, on en verra les effets dans des années encore, puisque les réformes qu'on a entreprises, forcément, sur l'éducation nationale... 5 ans de plus, peut-être... Je crois que c'était important aussi pour lui-même, éventuellement, d'évoluer et de changer. Encore une fois, c'est un symbole. C'est moins l'action que le symbole. On remplace Jean-Michel Blanquer par Pap Ndiaye. Est-ce que, sur le plan du message envoyé, ce n'est pas contre-productif? Le premier déplacement du nouveau ministre de l'Éducation nationale, c'était dans les Yvelines, c'était à Conflans-Sainte-Honorine, c'était pour saluer la mémoire de Samuel Paty. Et donc je crois que le message qu'il a envoyé ce jour-là a été extrêmement clair à la communauté éducative et au-delà aux Français pour dire que sur ces questions-là, la ligne ne changeait pas et qu'on ne lâcherait rien sur des atteintes qui sont faites à nos principes républicains. Au-delà de l'éducation nationale, elle est bien représentée, cette ligne au gouvernement, cette ligne de fermeté? Typiquement, vous avez justement le ministre de l'Intérieur qui, lui, est resté en poste et je crois qu'il a toujours eu une ligne très claire. Et encore une fois, c'est lui qui a demandé au préfet de l'Isère de pouvoir immédiatement faire suspendre la décision qui avait été prise pour les piscines et le fameux Burkini à Grenoble. Donc oui, je crois que cette ligne, elle est claire, elle est incarnée par le président de la République et elle est portée après par ses ministres et par son gouvernement. Merci. Et là, c'est aussi une question qui se pose pour les législatives parce qu'avec Jean-Luc Mélenchon, c'est pas franchement la même ligne. Merci Aurore Berger. Merci à vous.